L'histoire débute il y a 70 ans, époque à laquelle le monde a subi une métamorphose radicale. Soudainement, des donjons ont commencé à émerger aux quatre coins du globe. En un éclair, ils ont fini par recouvrir la totalité de la Terre. Ces donjons ont été le déclencheur d'un bouleversement global sur la planète. En s'y aventurant, les hommes ont découvert la présence du mana à travers des gemmes cristallines. Par la suite, la communauté scientifique a compris que ce pouvoir pouvait stimuler la mutation humaine. Au moyen de cette modification provoquée, la race humaine est parvenue à éveiller d'incroyables facultés. La première de ces aptitudes résidait dans l'art de la magie, tandis que la seconde reposait sur des capacités spéciales. Ces nouvelles méthodes se sont imposées comme des instruments vitaux de subsistance pour les guerriers. En particulier pour les aventuriers luttant face aux périls sauvages des labyrinthes. Sur ces entrefaites, la vue bascule au cœur d'un affrontement chaotique. Les combattants éprouvaient d'immenses difficultés à retenir la créature. Le sorcier dresse un bouclier d'énergie afin d'intercepter l'assaut du dragon. Tandis que la troupe peine à assurer sa protection, le protagoniste observe attentivement le champ de bataille. Dans la foulée, il s'avance en première ligne, plongeant le sorcier dans une totale confusion. Son visage était grave, sans laisser paraître la moindre effroi, on devine aisément que ce héros est un véritable colosse sans pitié. Il se met à concentrer son énergie dans son poing. Et fonce droit sur la bête, à la manière de cet amas, il s'apprête à asséner une puissante directe du droit. D'une unique frappe, il terrasse définitivement le dragon. L'ensemble des témoins assistent à la scène sous le coup d'une stupéfaction générale. Le spadassin s'exclame que c'était carrément démence, alors que le héros s'éloigne, le sorcier coiffé d'un chapeau lui demande, désorienté, quelle est sa destination. Il pivote alors en direction des aventuriers. L'air ténébreux, il déclare que son but désormais est d'aller exécuter sa propre épouse démoniaque, là où je cherche une compagne, lui veut supprimer la sienne, il dégageait une atmosphère sombre entièrement rongée par la haine. Afin de saisir le motif d'une telle attitude, il convient de faire un bond 17 années en arrière. Un individu franchit la porte de manière inattendue. Il s'agissait du protagoniste nommé Seshiro, tenant contre lui une fillette Oni malencontreusement blessée, si elle ressemble à son épouse, j'aimerais en trouver une aussi. Un vieil Oni pousse un soupir de soulagement en constatant que Ruka, son enfant, est indemne. Ruka donnera les armes de Lumambal tandis que les excuses seront présentées au Kaira. Et la Kaira s'imia avec les premiers Asaviro et la Lidada chez l'un de nous à Saishiro. Celui qui avait le goût du vieil homme et Saishiro qui n'est plus bon maintenant, je pense que c'est du gaspillage. Il pleut toujours, les mêmes pères, ceux d'entre vous qui pensent qu'il sera mis dans le sasa dans le cercle 6 et trafic en Mayam, Majib craint même maintenant. Dès que ceux qui étaient affectés à un quartier pauvre étaient affectés à un tini. Les Oni faisaient partie de l'élite aisée qui dépensait une fortune pour s'injecter de l'énergie magique supérieure. Cet écart considérable de puissance mystique a fini par provoquer un fossé social majeur entre les espèces. Dirigé par Rago, leur lignée s'est imposée comme l'un des groupes Oni les plus puissants et craints. Seshiro exprime son honneur face à cette proposition, tout en mesurant la rudesse de la vie pour la communauté humaine là-bas. Il précise que la race humaine ne peut tolérer qu'une unique greffe, mais son beau-père réaffirme que cela n'a aucune importance. Le patriarche prend leurs deux mains au creux des siennes. Il confesse que les deux peuples se sont déjà trop affrontés et que ces disputes doivent enfin cesser. Rego sollicite chaleureusement les deux jeunes gens afin qu'ils deviennent le symbole ultime de la réconciliation. Ressentant chacun une certaine timidité, Seshiro donne son accord et intègre officiellement la lignée. Je serais curieux de comprendre comment tout cela a viré à la haine pure. Cependant, le quotidien au cœur du peuple Oni s'avère rigoureusement réglementé et particulièrement difficile. Par chance, son beau-père gardait une présence constante à ses côtés pour l'épauler. Chaque fois que Seshiro doutait, Rego veillait à lui redonner le courage d'avancer. Pendant ce temps, Seshiro et Ruka partageaient des instants de tendre complicité dans l'attente de l'arrivée du bébé. Peu après, une ravissante petite fille aux cheveux sombres a vu le jour, décuplant le bonheur familial. Le foyer connaissait une existence paisible et idyllique, le grand-père s'amusant tendrement avec la fillette, néanmoins, cet Éden s'est vu brutalement brisé au décès du bienveillant beau-père. Averse battante, Sashiro se tient immobile face à la demeure abritant les obsèques. Il consulte son téléphone avec anxiété, s'interrogeant sur l'absence de Ruka lors d'une pareille cérémonie. Suite à la disparition de son père, l'attitude de Ruka s'est dégradée, enchaînant les sorties nocturnes pour ne revenir qu'à une heure tardive. C'est lamentable pour ce pauvre gars, j'espère qu'elle n'abuse pas de lui. Mais la situation ne se limitait pas à elle, car les Oni partisans de l'ancien chef ont eux aussi pris leur distance. Par conséquent, le protagoniste a fini par se retrouver isolé auprès de sa fillette. Pour empirer la situation, les désaccords violents entre humains et Oni,
autrefois apaisés, sont repartis de plus belle, 6 mois après le décès du patriarche. Seishiro est fou de rage face au contexte. Immobilisé fermement par 2 individus. Et pour le comble du malheur, le commanditaire de cette agression n'était autre que Ruka, sa propre conjointe. Seishiro hurle le prénom de sa femme, mais cette dernière n'affiche qu'une grimace mauvaise. Elle balance de marbre que les choses sont limpides et qu'elle a arrêté son choix pour la suite, sans le moindre regret. L'épouse annonce sèchement sa volonté de rompre le mariage. Elle enlace le bras d'un nouvel individu, certifiant qu'elle connaîtra désormais le vrai bonheur à ses côtés. Quel désastre, notre héros s'est fait berner, j'espère qu'il saura la corriger. Son nouvel amant arbore un rictus narquois, savourant pleinement l'abaissement de Seishiro. Seishiro reste sidéré, réalisant que cet homme est Kuki Shishio, issu d'une lignée ennemie. Il crie son désarroi, rappelant qu'ils avaient juré d'unir leurs forces pour gouverner le clan après le départ du beau-père. Pour toute réponse, Ruka se met à lui asséner des coups de pied. Il hurle, réclamant la cause d'un tel traitement. Elle le qualifie de faible, d'incapable et d'être sans cornes, affirmant qu'il n'est qu'un misérable bon à se faire écraser. Elle rejette impitoyablement l'idée qu'ils aient un jour formé un véritable ménage. Ruka avoue avec véhémence qu'elle ne se serait jamais liée à un être aussi lamentable si son père n'y avait pas veillé. Soudainement, la petite Matsurika débarque en trombe et supplie dans le désespoir le plus total pour que sa mère s'arrête. La petite fille en pleurs la supplie de cesser, plongeant Seishiro dans une inquiétude extrême face à son arrivée. En pleurant abondamment, elle s'épanche en disant qu'il nous sera possible de nous réconcilier avec vous. Anya Mawagula, Agak Mawand dans quelques yeux les dunis sont alignés donc tu vas t'arrêter. Les mineurs qui consentent à la connaissance en seront libérés lorsque la libération sera abordée. Humidifié, avec un semblant d'aspiration et d'aspiration avec un bâton dans le Hukara. Le Mawan du Mawa et le Malik Sao du Liwan du Mawan des mineurs de l'épave, la lune coulait après la lune, sachant que la lune était réaliste. Mais je vais perdre le nuage dans le nuage du nuage. Ruka venait de poignarder sans vergogne sa propre enfant, quelle infâme vipère, je reviens sur mes mots, hors de question d'avoir une conjointe semblable à ce monstre après ce coup mortel. Inondé de larmes, l'enfant agonise en ignorant la raison de l'acte effroyable de sa mère. Dans la foulée, Matsurika s'écroule, inerte, sur le sol pendant que le sang macule la pièce. Seishiro contemple cette abomination les yeux écarquillés, pétrifié par l'effroyable cruauté du spectacle. Ruka lèche calmement le sang sur ses doigts puis entreprend de détailler la raison odieuse de sa décision. Elle confie dans un rictus de démence que Shishio refusait l'idée d'être avec une femme déjà mère. Le héros ne s'est pas simplement fait trahir, il a été totalement anéanti, il n'a plus rien à perdre. Seishiro tente éperdument de faire réagir sa fille, mais l'enfant reste sans réponse. Les flashs de leur bonheur passé et l'éclat du sourire de Matsurika traversent brusquement la mémoire de Seishiro. Submergé par une détresse insoutenable, il pousse un miaulement de rage pure. Déclenchant l'éveil d'un pouvoir colossal, Seishiro repousse les 2 sbires d'une seule poussée. Le père se précipite dans une fureur aveugle, hurlant que Matsurika était son enfant et qu'il se devait de la préserver. Il se rue éperdument vers la dépouille de la jeune fille en hurlant son prénom. Pourtant, avant de pouvoir la rejoindre, Shishio lui barre la route en s'interposant droit devant. Son adversaire le toise avec une insolence démesurée. Une effrayante aura spectrale en forme de crâne s'élevant derrière Shishio, illustrant la portée de son pouvoir dévastateur. Seishiro presse ses dents les unes contre les autres, ressentant une haine destructrice envahir tout son être. Il fixe son ennemi avec une rancœur viscérale, vibrant sous le poids de la colère accumulée. Shishio lui renvoie une moue moqueuse, affichant une condescendance absolue. Aussitôt, le ululement des sirènes des forces de l'ordre retentit aux alentours, plongeant Seishiro dans la déroute. Il cherche à savoir qui a pu prévenir les secours en observant les véhicules de patrouille. Hors de lui, il somme Ruka de capituler afin d'expier pour l'acte abominable qu'elle a perpétré. Elle répond par un rire grinçant, trouvant grotesque la perspective de se rendre aux autorités. La criminelle affirme qu'en vérité, Seishiro sera désigné comme l'unique responsable du meurtre de leur enfant. Les forces policières prennent la pièce d'assaut, armes braquées, ordonnant sans délai la neutralisation de chacun. Ils visent directement Seishiro, exigeant qu'il lève les bras sur le champ. Cerné par les policiers, il mesure la perfidie de la machination élaborée par son ex-épouse. Seishiro tente de clamer sa non-culpabilité, mais Ruka l'interrompt d'une voix glaciale en scandant son nom. Elle entreprend de vanter d'une voix lugubre les privilèges conférés par l'autorité dans la société. L'infâme femme arbore un rictus déséquilibré, déclarant que l'autorité sert justement à façonner les faits. Il demeure totalement paralysé d'effroi face au niveau de perversité de cette femme. Elle détaille que depuis le décès de son père, les lois du clan ont totalement muté. Ruka lui assène au visage que plus aucun membre du clan Shinki ne prendra sa défense ou ne lui prêtera l'oreille. Il reste là, bouillonnant d'amertume,
incapable d'accepter d'être piégé avec une telle inhumanité. N'écoutant que sa détermination, il ramasse son téléphone à terre pendant que la gemme de son gant émet une clarté vive. Seiichiro s'élance à vive allure, désertant le bâtiment avant l'intervention des agents. Ruka se contente d'un geste d'adieu ironique, le saluant de la main tout en observant l'échappée désespérée de son ancien conjoint. D'un signe sec de la main, elle donne la consigne ultime d'exécuter la cible. La détonation d'une arme à feu claque violemment à travers le couloir de la demeure. Seiichiro est atteint par plusieurs projectiles dans le dos, maculant de sang son équipement. Il termine sa course écrasé sur le sol de l'allée extérieure, grièvement atteint et gisant dans son propre sang. Le regard trouble, il distingue le pas de son bourreau s'avancer pour contrôler son décès, la gueule d'un pistolet est braquée contre son front alors qu'il déplore que son enfant n'ait jamais pu éveiller de mana. L'agent s'informe s'il convient d'achever la cible, mais Ruka lui intime cruellement de suspendre son geste. Elle empoigne les cheveux de Seiichiro et lance un rictus en disant qu'elle a imaginé un dénouement grandiose pour sa fin. À bout de force, le jeune homme verse des larmes et supplie intérieurement une aide pour sauver sa fillette. Un murmure énigmatique résonne dans son esprit, l'exhortant à sortir d'urgence de ce mauvais rêve. Soutenu par les sbires, il est traîné, privé de moyens, au sommet d'un précipice ténébreux. En contrebas s'étend un trou insondable enveloppé de ténèbres et d'une puissance menaçante. Ce gouffre titanesque plonge directement vers le secteur le plus redoutable d'un labyrinthe, elle murmure avec sadisme qu'elle s'apprête à le précipiter là-bas en pâture aux créatures pour effacer son souvenir. Elle renchérit en affirmant qu'il périra dans le mépris général, marqué comme un lâche assassin. Ruka s'approche tout près de son oreille afin d'y glisser un dernier affront personnel. Dans une ultime poussée barbare, la femme le précipite dans le gouffre sans l'ombre d'une hésitation. Elle affiche une grimace satanique en raillant leur ancienne entente, un instant avant de sombrer. Tandis qu'il s'enfonce dans l'obscurité, il demande pardon mentalement à son regretté beau-père pour son échec. Pleurant toutes les larmes de son corps, il regrette amèrement son impuissance à sauver sa chère petite. Le jeune homme s'écrase sur le sol rocheux du labyrinthe, dans un état critique et entouré de sang. Néanmoins, une entité mystérieuse abritée sous une cape rouge apparaît et l'examine depuis la pénombre. Seiichiro laisse échapper un râle de détresse, prouvant qu'il conserve miraculeusement un souffle de vie. Il peine à ouvrir la paupière et cherche à situer son environnement pendant que l'inconnu l'observe scrupuleusement. Scrutant les lieux, il comprend qu'il est tombé au palier le plus profond et périlleux de la structure. Tout à coup, l'anneau vert accroché à son doigt libère une lueur de soin. Un panneau d'information indique qu'une très ancienne aptitude de sauvegarde l'a préservé du choc. Il regrette qu'une décennie entière se soit écoulée depuis qu'il a déposé les armes, le laissant aujourd'hui si démuni. Il se remémore sa période glorieuse d'aventurier de classe A et décide de lutter pour sa survie. Il se rappelle s'être lancé dans la conquête des donjons jadis dans le seul but de subvenir aux soins de sa mère. En ce temps-là, il combattait des monstres féroces au fond des niveaux les plus extrêmes. Alors qu'il essaie de se redresser aujourd'hui, l'appareil cellulaire dissimulé dans sa poche glisse. Seiichiro avise le téléphone fêlé gisant sur la roche, projetant une faible lumière dans le noir en y regardant de près, il identifie le portable qui appartenait à son enfant disparu, Matsurika. La vision macabre de Ruka, tout sourire après son méfait, revient assaillir sa mémoire. Il serre le téléphone contre son torse et s'effondre en larmes, implorant le pardon de sa fille pour son incapacité à la préserver. De manière inattendue, une musique enjouée retentit depuis l'écran. Interpellé, le blessé sèche ses larmes et réalise stupéfait qu'il s'agit d'un rappel programmé sur l'appareil. Seiichiro se remémore la fois où sa petite lui a avoué avoir choisi le même code que lui afin d'éviter tout oubli. Elle avait pensé à tout avec affection pour lui simplifier l'existence au quotidien, elle souriait en disant qu'ainsi, il ne risquerait plus de perdre ses repères. Le cœur brisé, il saisit la combinaison sur la vitre brisée du téléphone de sa fille. Il effleure le verre avec ses mains tremblantes et souillées de sang, déverrouillant enfin le système. La page d'accueil s'illumine et il repère un bloc-notes mis en avant par un symbole jaune. Intrigué et plein d'espoir, il ouvre l'espace de notes intimes qu'elle renseignait. Au moment où il parcourt les premières phrases, les yeux de Seiichiro se dilatent de stupeur. Il consulte des récits déchirants décrivant les violences physiques et la maltraitance que la jeune fille encaissait en cachette à l'école. Elle y révélait que sa propre génitrice l'avait battue afin d'imposer son silence sur l'affaire. L'ultime message lève le voile sur le traumatisme ultime d'une grossesse perdue par l'enfant sous les coups. Définitivement terrassé par cette réalité effroyable, il hoquette dans un souffle de désespoir en réalisant ses propres manques. Le téléphone lui échappe tandis qu'il s'accuse d'avoir été un père indigne. Il martèle le sol en pleurant, se demandant comment il a pu ignorer un tel calvaire. Au beau milieu de ses sanglots, Seiichiro comprend que sa cécité a été aussi destructrice que les sévices. Il s'effondre à genoux dans la pénombre du donjon, dévoré par une amertume et des remords étouffants.
Alors qu'il se désole que son enfant ait tout enduré en silence pour le protéger, d'affreuses bêtes apparaissent dans son dos. Il se fout royalement de la menace imminente et continue d'implorer la mémoire de sa fille. Une gueule monstrueuse garnie de crocs acérés comme des lames s'écarte juste au-dessus de lui pour le dévorer. Soudainement, une voix d'autorité claque, le qualifiant de serviteur et l'enjoignant à se ressaisir sans délai. La silhouette mystérieuse encapuchonnée de rouge surgit face à Seichiro, méprisant la menace des monstres. Le jeune homme scrute cet être énigmatique avec peine, tentant d'ajuster son regard faiblissant. D'une voix rauque sous le coup de la fatigue et des plaies, il s'enquiert de l'identité réelle de cette personne. Elle lance une raillerie sur la nuit partagée ensemble, avant de préciser aussitôt qu'il s'agissait d'une boutade. Elle rabat sa capuche, laissant apparaître une chevelure d'un blanc pur. Affichant des pupilles rouges étincelantes, elle revendique fièrement sa nature de vampire redoutable et souveraine. Seichiro demeure profondément sidéré, n'ayant jamais imaginé croiser une créature mythique de ce rang. Ne me dérange pas, c'est le babouin dans le Hodom et les Hodon Hodon, si, Pokuno le Hodonmo Akaristiru. Le Hodon Kumbangang ne sera pas surpris par l'ignorance que le Findang n'est pas un Hodon sur Sandy Beach, c'est bon pour toi de rire, que va-t-il nous arriver? Ce n'est pas le Mikapian ou l'épée estrade de l'expérience qui est victime du Hodon Hodon Pawang. Au milieu, quand l'ambassadeur et Wamangang, Limanji sur Hulon et Magagali se rassemblaient et Hodon Umazin. Mais elle a fini par subir des attaques sauvages de la part des assaillants. Les adversaires l'ont roué de coups sans l'ombre d'une pitié, brisant ses capacités sous la violence. Exactement comme Seichiro, elle s'est retrouvée précipitée dans les profondeurs obscures du labyrinthe pour y crever seule. Même lors de sa chute, elle arborait une mine pleine de haine et de ressentiment envers ses bourreaux. Revenant à la réalité, Seichiro se montre totalement dérouté par ces visions fulgurantes dans sa tête. Eliana lui indique qu'il s'agit de ses propres mémoires, transmises après lui avoir offert une goutte de son sang pour le maintenir en vie. Elle confie qu'elle aussi a été condamnée à finir ici par des individus malveillants, très similaires à ceux que les humains affrontent. Elle s'accroupit calmement face à lui, le visage grave, dans l'attente de sa réaction. Eliana tend le téléphone endommagé à Seichiro et affirme comprendre sa douleur, sachant que la perte de sa fille doit lui inspirer une haine féroce envers son épouse démoniaque. À cet instant précis, elle laisse apparaître un rictus terrifiant, révélant ses desseins profonds. Seichiro montre un brin d'hésitation face à ce regard, elle leur conseille alors d'allier leurs forces dans le but de satisfaire la vengeance qui les anime mutuellement. Malgré la proposition, Seichiro incline la tête, résigné, et lâche, c'est strictement irréalisable. Il argue que la puissance de Ruka est monstrueuse et hors de portée, dépassant largement le niveau des guerriers de classe A, sans compter sa domination politique immense. Soudainement, Seichiro décèle un détail sur sa main et s'étonne de la découvrir amochée. Eliana concède qu'elle s'est blessée en le soustrayant aux griffes des bêtes magiques un peu plus tôt. Elle reconnaît qu'en dépit de son statut de vampire, ses forces s'épuisent et que leur fin approche si les monstres les prennent d'assaut. Elle avance toutefois que s'il scelle un pacte avec elle, éradiquer ce démon deviendra un jeu d'enfant, même s'il ne lui reste qu'une année à vivre. Elle précise que plus sa consommation d'énergie sera forte, plus sa durée de vie restante s'amenuisera. La créature lui présente sa main baignée de sang et l'invite à trancher entre périr en ruminant son amertume ou se muer en véritable démon de la vengeance pendant que les monstres approchent. Fixant cette goutte de sang, Seichiro adopte une mine possédée et martèle sa volonté d'incarner le démon de la vengeance. Sans un temps d'arrêt, il tend le bras et empoigne la paume entaillée d'Eliana. Résolu, Seichiro clame qu'il n'y a plus à reculer et commence à ingérer son sang pour accomplir sa vengeance. Une aura bleue d'une intensité folle se met à tourbillonner autour de Seichiro, faisant s'illuminer ses pupilles. Submergé par ce pouvoir démesuré, il pousse un rugissement guttural tandis que des éclairs déchirent ses vêtements. Eliana le prévient qu'un pacte ne se limite pas à absorber du sang, mais consiste en une véritable renaissance impliquant des supplices atroces. Néanmoins, Seichiro s'accroche et serre les dents au milieu des étincelles bleues, se jurant que cela est indolore. Ses larmes coulent au souvenir de Matsurika, se disant qu'en comparaison des tourments subis par sa fille, cette souffrance n'est rien. Au même instant, Eliana observe que les créatures viennent de les repérer. Aussitôt, un bras entouré d'arcs électriques bleus s'interpose devant elle pour la protéger. Seichiro intime à la créature de reculer et se jure qu'il ira en enfer s'il le faut. Il ferme le poing rageusement et affirme qu'il est hors de question qu'il meure aujourd'hui. Complètement enragé et torse nu, le héros décoche une frappe monumentale, hurlant qu'il va pulvériser toutes ces créatures. L'impact produit un souffle d'énergie bleue titanesque qui anéantit instantanément l'environnement. Eliane, pourquoi les étalages de ceux qui ne vendent pas, pas dans les eaux usées, pas dans les étalages de ceux qui ne vendent pas? La crypto-monnaie ne dure pas longtemps, ceux qui ne le font pas ou la musique ne me font pas tenir sont ceux d'aujourd'hui. Je vais dire que ce n'est pas barcasté avec les choses qui sont maintenant, je ne vais pas faire ça,
parce que tu n'as pas dit que je n'ai pas dit que ce qui ne contient pas est comme ceux qui peuvent être traduits. Seulement le soutien de ceux qui ont accepté d'être enthousiastes. Pendant ce temps, la vue se déplace vers un carrefour animé au centre d'une métropole moderne bardée de gratte-ciel. Fixé sur une tour, un écran géant diffuse le journal d'information où une présentatrice prend la parole. L'élément porte sur le meurtre de la fille aînée de la famille Shinki, indiquant que 5 journées se sont écoulées depuis la tragédie. La journaliste précise que le père de l'enfant, désigné comme le suspect numéro 1, demeure introuvable. S'ensuit une séquence où Ruka intervient à l'écran, mimant le chagrin d'une mère éplorée et demandant en larmes qu'il se rende sans attendre. La voix off explique que le clan Shinki régit les labyrinthes et détient un patrimoine colossal, orientant les soupçons vers un règlement de comptes financiers. Pourtant, la réalité se montre tout autre et le présentateur TV apparaît en sous-vêtements, roué de coups et agenouillé au sol. Ruka surgit, folle de rage, un fouet à la main, exigeant de savoir pourquoi elle aurait eu besoin d'accroître leur capital, alors que la victime implore la clémence. Au milieu de ses fausses larmes, Ruka écrase la gorge du journaliste de son talon et lance qu'elle n'est qu'une mère meurtrie et que cet argent n'a aucune importance. Emportée par la haine, la démone s'acharne sauvagement sur la pauvre femme en la couvant d'injures. L'ayant terrassée, Ruka donne l'ordre à son homme de main de balayer cette immonde charogne afin d'éliminer cette odeur d'humain. C'est alors que Kuki Shishio fait son entrée dans la pièce, vêtu d'un costume blanc, et invite Ruka à modérer ses ardeurs, tandis qu'on évacue la présentatrice évanouie. Shishio souligne que la presse ne vaut rien et qu'il est inutile de s'en préoccuper. Ruka adresse un sourire machiavélique à son complice et convient qu'il a parfaitement raison sur ce point. Le duo échange alors une étreinte complice au milieu du salon somptueux où s'est déroulée la scène. Ruka se remémore que depuis son plus jeune âge, elle a toujours obtenu le moindre de ses désirs. Elle revoit sa jeunesse, baignant au milieu de montagnes d'or et de richesses. Elle a perpétuellement mené un train de vie fastueux et luxueux, arborant les parures les plus hors de prix. Ruka rumine son passé, se rappelant avoir toujours eu une ribambelle de domestiques exécutant ses moindres volontés. Elle se souvient également d'avoir eu un homme de valeur à son bras, songeant aux prestances de Shishio. Pourtant, malgré ses privilèges, la scélérate admet qu'une chose manquait encore à son tableau. Son vœu le plus cher consistait à asseoir une domination absolue sur le reste du monde. Elle se réjouit du départ définitif de son père et de l'élimination du gênant Seichiro. Affichant une moue perverse, Ruka anticipe déjà dans l'ombre la chute future de Shishio. Elle ricane en se disant qu'un même royaume ne saurait tolérer 2 monarques, trahissant son intention de le doubler plus tard. De retour au présent, le téléphone de Shishio se met à vibrer bruyamment dans son veston. Il indique être demandé par le clan Kuki et invite Ruka à poursuivre les festivités sans lui, promettant un retour rapide. Shishio s'engouffre dans la cabine d'ascenseur et s'éloigne, sous le regard de Ruka et de son molosse. La vilaine le salue d'un doux sourire, flanqué de son indéfectible protecteur, Amatsukawa. Ce dernier contemple Ruka en silence, littéralement subjugué par l'allure captivante de sa maîtresse. Le garde du corps songe avec passion que Ruka est éblouissante en ce jour, plus resplendissante que jamais. Il repense aux 18 années passées à veiller sur elle et se laisse gagner par l'émotion avant d'être coupé par la voix de Ruka. Ruka martèle son nom d'un ton sec et le garde réagit au quart de tour, dissimulant son trouble. Elle lui intime l'ordre de lui servir d'escorte jusqu'au lieu du rassemblement. Le visage du molosse se ferme aussitôt, adoptant une posture stoïque et prête à l'action. Amatsukawa s'incline formellement et affirme avoir parfaitement saisi la consigne. Il se jure de la protéger contre vent et marée, dût-il y laisser la vie. À proximité, un vigile monte la garde devant l'entrée du complexe où se tiennent les funérailles de la défunte Matsurika. À l'intérieur de l'immense salle d'apparat, Ruka avance vers la tribune face à la foule d'invités pour ouvrir la cérémonie. Face au micro, elle ment sans vergogne, prétendant que son feu père, Rigo, a toujours prôné la paix entre Oni et humains. Elle poursuit son allocution hypocrite, affirmant que ses démarches sont restées vaines et que Matsurika a été tuée par un humain. Pour conclure sa prestation, Ruka baisse le visage devant l'assemblée et simule des pleurs inconsolables. La foule présente se laisse bouleverser par la scène, dupée par sa comédie parfaite. Derrière ses fausses larmes, la meurtrière arbore une grimace effroyable et éclate d'un rire démoniaque. Ruka écarte son masque, balayant d'un revers de main cette prétendue harmonie et savourant la fin de son incapable de père ainsi que la disparition du gênant Seichiro. Les yeux injectés d'un rouge écarlate incarnant la malice pure, elle formule une promesse à toute l'assistance. Elle brandit le poing avec une hauteur démesurée et proclame l'avènement du véritable règne des Oni. L'assemblée Oni entre en transe face à ses propos, scandant en boucle le nom de Ruka pour fêter l'événement. Ruka se délecte de ce triomphe, se disant que c'est exactement cette dévotion qu'elle convoitait tant. Elle tend les bras pour accueillir les acclamations des invités, se sentant investie d'un pouvoir absolu. Soudain, un tremblement inhabituel résonne dans la pièce tandis que les lumières virent à un bleu électrique.
Les convives commencent à paniquer, désorientés par cette variation soudaine d'énergie dans la salle. À cet instant précis, le héros surgit et la frappe à l'improviste. Il assène un crochet d'une précision chirurgicale en plein visage de ce monstre. Ce n'était pas suffisant, achève-la encore plus, de grâce, la violence du choc est telle qu'elle s'effondre sur le coup. Projeté à l'autre bout de la pièce. Ruka compressionne sa joue en sang et s'égosille de fureur, réclamant l'auteur du coup et rageant que même son propre père ne l'a jamais levé la main sur elle, elle hausse les yeux, sidérée par ce qu'elle découvre. Qui n'est autre que Seichiro, son ancien mari, qui lui lance d'un ton sarcastique qu'elle a bien moche mine depuis leur dernière entrevue. Une lourde tension s'empare de la salle. Seichiro esquisse un rictus intimidant et note que cela fait un bail qu'il n'a pas croisé les membres du clan Shinki, signalant son grand retour. Identifiant l'individu, les gardes et les membres de la famille Shinki restent pétrifiés par la terreur. Les yeux de Ruka se dilatent sous le coup de la panique, incapable d'expliquer comment il a pu réapparaître vivant de l'abîme. Aussitôt après, la stupeur de la vilaine se mue en une moue profondément malsaine. Elle se met à rire bruyamment et applaudit de manière cynique pour saluer le retour du protagoniste. Ruka s'étonne qu'il soit encore de ce monde et qualifie Seichiro d'être aussi teigneux et dur à cuire qu'un vermisseau. Elle le dévisage avec rancœur, trouvant que son expression réveille d'anciens souvenirs, tout en s'interrogeant sur la raison de son rajeunissement apparent. Ruka lâche qu'il aurait mieux fait de rester terré et invoque l'image du papillon attiré par le feu alors que ses hommes l'encerclent. L'un des gardes Oni charge furieusement, tentant de balancer un coup de poing dévastateur vers Seichiro. Néanmoins, le héros demeure imperturbable. À la manière de Setama, il étale le molosse d'un unique coup sans effort. Ruka et Amatsukawa demeurent stupéfaits en le voyant balayer le garde si facilement. Seichiro les toise et leur ordonne sèchement de débarrasser le plancher. Malgré la mise en garde, les autres gardes Oni perdent leur sang-froid et se ruent sur lui. Ruka écarquille les yeux, terrifié par l'incroyable démonstration de force qui se déroule sous ses yeux. En l'espace de quelques instants, Seichiro balaie la totalité des gardes du hall, les étalant tous inconscients sur le sol. Pourvu qu'il ne règle pas le sort de Ruka trop vite, il faut qu'elle paie pour ses crimes. La criminelle commence à paniquer sérieusement, submergée par l'effroi, elle se met à hurler frénétiquement pour qu'Amatsukawa s'interpose immédiatement. Elle se tourne vers son fidèle garde du corps, mais le découvre totalement figé et sans réaction. Soudain, Amatsukawa s'écroule lourdement, neutralisé à son tour sans la moindre difficulté par le héros. Ruka contemple le vide autour d'elle, démunie, constatant que tous ses hommes gisent à terre. Refusant d'admettre la réalité, elle hurle dans le déni, demandant s'il s'est vraiment sorti de là. Seichiro rappelle posément que le légendaire Shuten Doji a trouvé la mort à cause d'un breuvage empoisonné. Elle recule, pétrifiée à l'idée d'être empoisonnée, mais le protagoniste lui donne la garantie qu'il n'en est rien et lui demande s'il en connaît la raison. Seichiro s'avance et empoigne le visage de Ruka d'un geste froid qui masque une fureur monumentale. Il poursuit son explication en pointant les hommes à terre, révélant son objectif final. Lui faire vivre, à elle ainsi qu'à tous les Oni, un supplice absolu à partir d'aujourd'hui. Le héros contraint la vilaine à s'agenouiller devant la stèle funéraire de sa propre fille Matsurika. Ruka s'emporte et hurle, demandant ce qu'il entend par un supplice absolu. Elle tente de se débattre, balançant une frappe de toutes ses forces sur le torse de Sachiro. La méchante affiche un rictus triomphant, convaincue d'avoir terrassé son ex-époux avec cet impact. Cependant, son expression se décompose aussitôt en constatant que son attaque n'a pas laissé la moindre égratignure. Sachiro lui saisit le poignet sans peine et commence à broyer les os de sa main. Ruka hurle de martyr tandis qu'il lui lance froidement qu'elle a des mains bien criminelles pour une génitrice. Le héros conserve un masque impassible et sombre, précisant qu'il a pris un temps de réflexion pour réaliser une chose capitale. Il accentue la pression et déclare avec une rancœur viscérale que ses mains sont précisément celles qui ont mis fin au jour de Matsurika. Sur ces mots, Ruka pousse un hurlement strident au moment où ses doigts et ses ongles se font totalement concasser par sa prise. Elle gémit, pleurant sur l'état de ses doigts, mais Seichiro la raille en lui faisant remarquer que ses jolies mains sont désormais inutilisables. Puis, il empoigne fermement son autre bras et la prévient que dans cette logique, il se doit d'infliger le même traitement à son second membre, le concassant sans état d'âme pendant qu'elle hurle de martyr. Ruka s'écroule à terre, en larmes, hurlant désespérément le nom de Seichiro. Subi par cette douleur atroce, la démone le supplie de mettre un terme à ce supplice. Seichiro la toise d'un regard glacial, déserté par toute compassion. Il lui demande de répéter ses propos, l'enveloppant d'une présence terrifiante et de ses yeux rouges étincelants. Ruka en perd son souffle sous le coup de la terreur, baignant dans une sueur froide face à cette pression écrasante. Elle en vient à se demander si l'individu face d'elle est bien Shiro, tout en admettant qu'il s'agit bel et bien de ses traits. La méchante se rappelle l'homme qu'il était autrefois, lorsqu'il faisait encore preuve de gentillesse et de douceur,
mais en le constatant aujourd'hui, Ruka réalise qu'il est devenu un véritable démon. Elle sombre dans une détresse absolue, consciente que la situation est si grave qu'elle pourrait y laisser la vie. Ruka se mord violemment la lèvre et frissonne de tout son corps, réalisant que son heure a peut-être sonné. La criminelle se met à plat ventre sur le sol et implore sa grâce, séchant ses larmes, elle se jure qu'elle ne peut pas périr ici. Elle pleure et ment, jurant que la responsabilité incombe à Léon et qu'elle n'est pour rien dans cette histoire, prête à tout pour sauver sa peau. Elle hurle à travers ses sanglots qu'il s'agissait d'une machination de la famille Kuki et qu'elle a été contrainte de s'exécuter. Sans préavis, Seichiro écrase d'un coup de pied ultraviole le visage de la méchante en pleurs. L'impulsion du coup est tellement démesurée que Ruka est envoyée valser dans les airs pour aller percuter le mur du hall. Elle soutient sa joue tuméfiée et le supplie de s'arrêter, hurlant frénétiquement qu'elle a déjà présenté ses excuses. Seichiro la saisit violemment par la chevelure et lui demande pourquoi elle a mis fin au jour de Matsurika s'il lui suffisait de demander pardon ensuite, sachant qu'elle était sa mère. Avec une mine démoniaque, il prévient qu'il a changé ses plans, arrachant un couinement de frayeur à Ruka. Seichiro affirme avec une froideur glaciale qu'il va la supprimer immédiatement, tandis que la vilaine réalise que c'est elle qui va y passer. Surgissant de nulle part, le gardien Amatsukawa réapparaît, bondissant à toute vitesse pour prendre le héros à partie. L'onde de choc de la frappe du garde contre Seichiro dresse une épaisse fumée et fracasse le sol. À travers le nuage de poussière, un pied reste solidement ancré à terre, révélant celui qui a tenu bon lors du choc. Amatsukawa prend une garde de combat, estimant s'être illustré pour secourir Ruka, espérant une récompense. La vilaine hurle son nom avec soulagement, faisant rougir et troubler le garde d'entendre son prénom dans sa bouche. Cependant, ce répit est éphémère car Ruka lui assène un coup de pied dans le tibia avec énervement, lui reprochant sa lenteur d'action. Elle réclame son assistance et Amatsukawa se montre désorienté en entendant parler de poison, constatant que son corps ne souffrait que d'un léger engourdissement. Ruka détourne le regard, pensive, cherchant à savoir pourquoi lui seul a contré le poison et si cela découlait d'une constitution différente. Elle décide de balayer le problème et ordonne aux gardes de l'escorter, recevant un accord soumis immédiat. Ruka pénètre dans une pièce dévastée et lance à Shiro, affalé dans un coin, qu'il ne manquait pas d'audace pour oser la défier. Notant son mutisme, la vilaine assène un coup de pied au héros dans un accès de colère et lui somme de ne pas faire la sourde oreille. Elle affiche une grimace triomphante, se félicitant que la situation tourne enfin à son avantage. Ruka donne l'ordre au molosse de le jeter dehors, mais Amatsukawa s'interroge sur le sort qu'elle lui réserve. La démone révèle d'un ton sadique qu'elle compte lui administrer sa propre substance pour le précipiter dans un enfer terrestre. Seichiro demande à nouveau la raison profonde qui l'a poussé à exécuter Matsurika. Ruka rétorque avec une indifférence totale qu'elle a déjà précisé qu'elle refusait qu'un fardeau inutile ne vienne gâcher ses projets. Le héros s'incline et glisse qu'il sait parfaitement que cette raison n'était qu'un prétexte. Il révèle qu'elle devait absolument sceller son alliance avec le clan Kuki, sceller son union avec Léon et intégrer leur famille. Seichiro explique que Matsurika n'aurait jamais été tolérée puisqu'elle était sa fille et portait le sang des Shinki, le clan Kuki manquant d'héritier pour Léon. La présence de Matsurika constituait une menace majeure pour les guerres d'influence futures. Il ajoute qu'elle envisageait de concevoir un enfant avec Léon, tout en doutant qu'elle en soit encore capable au vu de son âge. C'est pour cette raison qu'elle a exécuté sa fille et tenté de le supprimer, afin de prouver sa soumission envers les Kuki, lui demandant s'il faisait fausse route. Face à cette déduction imparable, les lèvres de Ruka s'étirent en un rictus moqueur et pervers. Elle part d'un éclat de rire sarcastique et valide ses propos, revendiquant haut et fort l'exécution de ses actes. La criminelle affirme qu'elle ne se contentera pas de l'alliance Kuki et garantit que les humains comme les Oni ramperont devant sa puissance. Ruka admet que sa réflexion était amusante, mais révèle que l'exigence absolue de Léon pour leur mariage était la fin de Matsurika. Seichiro garde le visage baissé, murmurant simplement le prénom de Léon d'un ton mystérieux et sombre. Ruka se lasse de cet échange et intime à Amatsukawa d'en finir une bonne fois pour toutes avec Seichiro. Soudainement, une paume surgit de l'arrière et plaque fermement la bouche de la méchante, la laissant stupéfaite. Elle essaie de crier sans y parvenir tandis qu'Amatsukawa la retient, l'avertissant qu'elle s'est trop épanchée sur la question. Le garde désigne le coin du regard, révélant avec effroi que l'intégralité de leur échange était capturée par un objectif. Pendant ce temps, Seichiro demeure tranquillement assis au sol, une petite lueur bleue clignotant sur sa tenue. Seichiro affiche un rictus moqueur et note qu'elle a enfin percuté, sortant l'appareil endommagé de sa poche, Ruka. S'affole et cherche à savoir si la belle est bien tout enregistrée, obtenant un acquiescement glacial de son ex-époux. Il clarifie qu'il avait anticipé son arrestation pour exploiter l'objectif dissimulé et que la séquence était transmise directement vers son ordinateur. Brandissant le téléphone, Seichiro note avec ironie qu'avec cette preuve, elle passe du statut de mère affligée à celui de criminelle de sang-froid.
Ruka devient rouge de colère et serre les dents si fort qu'on croirait entendre sa mâchoire se briser. Il manipule le téléphone entre ses doigts et demande ce qui arriverait si la vidéo circulait en ligne, puisqu'elle a elle-même avoué ses désirs de prise de pouvoir. La démone lui demande frissonnante ce qu'il exige en contrepartie du silence. Le héros la fixe d'un regard ténébreux et calculateur, déclarant qu'il va évaluer ses exigences. Seishiro abaisse lentement ses yeux vers le corps de la criminelle, vêtue d'une tenue de gala très décolletée.